Le livre qui parle vous propose d'écouter Touriste de Julien Blangras, interprété par Xavier Béja et enregistré par Robson Galdino, avec l'aimable autorisation des éditions Au Diable Vauvert. À Ératosthène. Préambule, où l'on découvre l'origine des pathologies géographiques du narrateur. On compte 7 milliards d'habitants à la surface de la planète, et ils vivent tous quelque part. Ils peuplent des continents, des pays et des villes que bon nombre d'entre eux ne sont pas en mesure de pointer sur un planisphère, faute de planisphère. Je représente 1/7 milliardième de l'humanité, et je ne sais pas toujours où j'habite. Si je suis une quantité négligeable, la question de ma place dans le monde a néanmoins son importance. J'ai grandi sous un climat tempéré où l'accès à une nourriture protéinée est suffisamment aisé pour laisser du temps aux occupations secondaires que sont les loisirs ou les incertitudes existentielles. Les habitants de l'Occident disposent d'une certaine amplitude dans le choix de leurs penchants intellectuels et de l'orientation de leur destin. On peut se dédier à la physique nucléaire, au football ou à l'engagement politique sans obstacle majeur. Aussi loin que je me souvienne, c'est la géographie qui a retenu mes faveurs. Pendant des années, je me suis couché avec un globe terrestre. Je conçois que cela puisse paraître étrange, les enfants ont d'ordinaire plutôt tendance à s'endormir avec des nounours. En guise de doudou, j'avais adopté un ballon gonflable et translucide sur lequel était imprimée une carte du monde. Un gadget fabuleux déniché dans un magasin de gadgets stupides. Je me glissais dans mon lit en serrant la planète, la joue contre la Corée, la Norvège chaudement lovée contre ma poitrine et Los Angeles au bout des doigts. Je me réveillais avec la Terre comme horizon initial. Le premier livre que j'ai ouvert était un atlas. L'apprentissage de la lecture m'a permis de déchiffrer Kamchatka et Saskatchewan avant de savoir épeler fourchette. Pour mon cerveau en formation, l'association des lettres, des lignes et des couleurs formulait une représentation cohérente du monde. Le caractère magique des cartes m'offrait mon premier choc esthétique. Aujourd'hui encore, je reste persuadé que la projection de Mercator, en dépit de ses imperfections, dévoile une grâce supérieure à la Joconde. Dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai voulu m'assurer que les informations contenues dans les atlas étaient correctes. J'ai entrepris un grand, un long, un vrai voyage. Un périple à l'aveuglette et en roue libre, sous des latitudes inédites. Seul et sans contrainte, j'ai fréquenté un continent pendant des mois. Je découvrais la chair de la géographie après des années d'amour platonique. Une passion qui ne cessait de grandir car elle était en mouvement, riche en surprises et sans routine. J'y avais gagné du vent dans les semelles et du plomb dans la cervelle. Je m'étais rendu compte au passage qu'un fleuve était encore plus beau que le tracé d'un fleuve. Surtout, j'avais mis des sensations sur des mots, ceux que j'avais lus dans la littérature de l'itinérance. C'est le voyage qui nous fait. Le chemin est la destination. L'absolu est ailleurs. Tout ça, c'était vrai. Je voyageais en cherchant un sens à ma vie, et ça avait marché. J'avais trouvé un sens à ma vie. J'allais voyager. Dans les semaines suivant mon retour, j'ai eu du mal à me réadapter à la vie sédentaire. J'ai voulu prendre un billet d'avion direction loin, mais un détail m'en empêchait. J'étais pauvre comme un seul jeune. Période difficile. Je pouvais m'asseoir devant une carte du monde et fondre en larmes parce que je n'étais jamais allé en Zambie. Parce que je n'irais peut-être jamais en Zambie. L'idée m'était insupportable. Ne pas pouvoir repartir tout de suite m'oppressait physiquement, une enclume sur la poitrine. La liberté est une drogue dure. L'écriture me servait de dérivatif, une méthadone sur cahier à spirale où je traçais les grandes lignes de mes projets d'avenir. Il existe environ 200 États souverains. On vit à peu près 30 000 jours. Si l'on considère l'existence sous un angle mathématico-géographique, on devrait passer 150 jours dans chaque pays. 5 mois ici, 5 mois là, et ainsi de suite jusqu'à ce que mort s'en suive. Il faut se rendre à l'évidence. Je dois aller dans tous les pays du monde. Je ne trouverai pas le repos dans l'immobilité. Je me débrouillerai pour dénicher des ressources. Je mériterai mes kilomètres. À nous deux, petites planètes globalisées. J'exige le respect pour mes rêves, aussi insensés puissent-ils paraître,
Un fantasme, ça ne se discute pas. Un tel veut devenir une star, un autre posséder un yacht ou coucher avec des sœurs jumelles. Je veux simplement aller à Lusaka, et à Timbu, et à Valparaiso. Certains veulent faire de leur vie une œuvre d'art, je compte en faire un long voyage. Je n'ai pas l'intention de me proclamer explorateur, je ne veux ni conquérir les sommets vertigineux, ni braver les déserts infernaux, je ne suis pas si exigeant. Touriste, ça me suffit. Le touriste traverse la vie curieux et détendu, avec le soleil en prime. Il prend le temps d'être futile, de s'adonner à des activités non productives, mais enrichissantes. Le monde est sa maison, chaque ville une victoire. Le touriste inspire le dédain, j'en suis bien conscient. Ce serait un être mou, au dilettantisme disgracieux. C'est un cliché qui résulte d'une honte de soi, car on est toujours le touriste de quelqu'un. Rien n'empêche de concevoir le tourisme comme un cours de géographie à l'échelle 1, et la géographie comme le terreau de toutes les sciences humaines. Sous les cartes, les hommes. La dynamique du monde ne s'appréhende pas en restant dans un fauteuil. Il faut que j'actionne mon mouvement perpétuel. Je ne dois pas traîner. Des civilisations s'écroulent au moment où j'écris et d'autres émergeront à la fin de cette phrase. Elles nous tendent les bras. Je n'ai rien de mieux à faire que de leur rendre visite. Ma place dans le monde, je l'inventerai à chaque pas. Épisode anglais, où l'on mesure l'importance de la liberté de circulation. Je ne me souviens pas vraiment du passage de mon permis de conduire. Ma mémoire conserve à peine quelques bribes de l'obtention de mon baccalauréat. Je n'oublierai jamais mon premier passeport. Un simple carnet tenant dans une poche. Du papier permettant de franchir les frontières sans parents et sans autorisation de sortie du territoire. Une quintessence administrative. La carte d'identité ne lui arrive pas à la cheville. Celle-ci pose les bornes de votre personnalité, sexe masculin, 1,78 m, signe particulier néant. Le passeport vous donne les clés de la planète. J'étais majeur depuis 5 minutes et pour la première fois, je partais seul à l'étranger. Pour une raison qui m'échappe aujourd'hui, j'étais joyeux comme un sac de pierre. Peut-être que je venais de me rendre compte que la vie n'était pas toujours un champ de pâquerettes. J'avais choisi de me réfugier à Londres pendant quelques semaines avec le vague espoir de découvrir qui j'étais. Ce sont les ambitions de cet âge-là. J'ai passé des journées à marcher dans les rues, fouiner chez les disquaires de Soho, contempler l'agitation de Notting Hill ou des puces de Camden. Tout cela était très intéressant, je rencontrais d'autres possibles, mais ça ne m'aidait pas réellement à savoir qui j'étais. Le déclic eut lieu une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres. Accoudé sur un comptoir, je noircissais des pages de cahiers à spirale dans une navrante tentative post-adolescente de devenir Arthur Morrison. Je zonais depuis une semaine, le groupe du pub reprenait Walk of Life, et j'en étais à écrire des sonnets sous Cronenbourg quand quelqu'un a renversé son verre de Guinness sur mes vers de détresse. Une vision, féminine, chevelure fatale et hormones au vent. Note pour les jeunes poètes maudits. Écrire la nuit dans les bars, pour pathétique que ce soit, peut attirer la gourgandine. C'était une vieille, elle avait au moins 25 ans. Elle portait une robe noire sophistiquée et des talons arrogants. Elle travaillait dans la mode. Ses yeux brillaient d'une assurance alcoolisée. Volubile et pleine d'histoire. Elle avait couché avec le bassiste de Blur, par exemple. Elle en faisait un peu trop. « Je suis une sorte d'Amazone, » disait-elle. Mon cerveau a glissé dans une direction inadéquate. Oui, l'Amazone. Tu te rends compte qu'à notre époque, on ne sait toujours pas exactement de l'Amazone ou du Nil quel est le plus long fleuve du monde. Les géographes sont divisés parce que les modes de mesure divergent. Une voix intérieure m'intimait l'ordre de fermer ma gueule, mais c'était plus fort que moi. Enfin, sur la question du débit, l'Amazone est loin devant, ça c'est certain. C'est quand même fou de se dire que sa puissance est supérieure à celle conjointe des 5 fleuves qui suivent. Elle a éclaté de rire, a vidé son verre et m'a embrassé. Voilà un effet collatéral de la géographie que je n'avais jamais envisagé. Nous nous sommes endormis au petit matin dans une chambre avec vue sur la Tamise, en écoutant un morceau intitulé « The Tourist ». Vu d'ici, on peut considérer ça comme un présage. Ce simple épisode m'a réconcilié avec la création, Dire Straits inclus. Je savais un peu mieux qui j'étais, quelqu'un capable de débarquer seul en terre inconnue, loin de ses bases, et de créer une situation. J'avais désormais une dette envers l'Angleterre.
Je pouvais quitter Londres la démarche souple et le cœur léger. Sur le quai de Waterloo Station, un petit punk m'a demandé une cigarette. Il s'est éloigné en grommelant « Merci, monsieur ». Je me suis d'abord demandé à qui il s'adressait, puis je me suis emparé de mon cahier à spirale pour écrire « Je proclame solennellement mon entrée dans l'âge adulte ». J'ai arraché quelques pages et j'ai brûlé mes alexandrins juvéniles pour me reconvertir dans le haïku. Ailleurs, c'est bien, c'est même mieux. J'avais donc une raison valable pour entamer ma carrière de touriste en Grande-Bretagne. J'ai préféré éviter Londres, je connaissais. Une métropole monde, géniale en son genre, devenue une ville de traders aux loyers impossibles. Plus grand-chose à voir avec le reste du pays. Non, je voulais l'Angleterre, la vraie, la moche, celle du Nord. Il existe, à l'est de Leeds, une localité dont peu de gens soupçonnent l'existence. Un port où le soleil n'est qu'un concept lointain, une cité prolétaire où Margaret Thatcher est Satan et Tony Blair Judas. Une riante bourgade ravagée par la crise post-industrielle où l'on repère les étrangers à leur absence de tatouages et de cirrhose. Liverpool sans groupe de rock mythique, Manchester sans le foot. Hull est un sujet de moquerie pour le reste de l'Angleterre. Sa page Wikipédia se résume à 5 lignes. C'est peu pour une ville de 250 000 habitants. C'est dans cette capitale du glamour que j'ai atterri, sous prétexte qu'un ami voulait bien m'y prêter un canapé radioactif. Il était étudiant. Parfait. Au moins, ici, j'allais être le seul touriste. Il n'y a rien à visiter à Hull. L'Office du tourisme oriente sa clientèle vers le Humber Bridge, qui enjambe la rivière du même nom, et vers la marina réaménagée en galerie marchande. Au cœur de ce morne océan, émerge un îlot peuplé de milliers de créatures allogènes et peu intégrées à la population locale qu'on appelle l'université. Le campus est conçu de façon que les étudiants puissent évoluer dans une sorte d'autarcie cosmopolite. Les classes moyennes et supérieures venues du monde entier s'y mélangent sans frayer avec les locaux que l'on dit dangereux. Ces derniers, il est vrai, cultivent parfois un certain ressentiment vis-à-vis de l'envahisseur diplômé. Le quotidien type d'un étudiant consiste à somnoler dans des amphithéâtres et à traîner sur les pelouses quand le temps le permet, avant de se rendre au pub pour rétamer les quelques neurones acquis dans la journée. Le pub pourrait être un lieu de mixité sociale. C'est compter sans l'ingéniosité de l'urbanisme universitaire qui a prévu un débit de boissons dans l'enceinte même du campus. J'habitais chez mon ami Manu, un Picard qui préparait un doctorat en chimie, ce qui ne l'empêchait pas de fumer 7 ou 8 pétards par jour. Il quittait la maison vêtu d'un poncho et d'une djellaba, rangers aux pieds et lunettes de soudeur sur le front. Il arrivait au laboratoire défoncé, préparait ses expériences, faisait une pause THC pendant que ses éprouvettes mijotaient et rentrait souvent avec le bout de ses dreadlocks brûlés. C'était un garçon sérieux qui réussissait un parcours de chercheur brillant. Ses directeurs de recherche ne se formalisaient pas de ses excentricités vestimentaires. Ils le trouvaient imaginatif. Manu mettait de la musique à fond en partant de chez lui pour arriver dans un endroit avec de la vibe, en revenant du travail 6 heures plus tard. Il logeait dans une petite maison de briques rouges louée par l'université sur Cranbrook, une avenue entièrement composée de petites maisons de briques rouges louées par l'université. Il partageait son logement avec une Anglaise qu'il n'avait pas choisie. Eleanor, une gentille fille de 1,90 m, aux longs cheveux bruns et aux yeux de taupe. Elle étudiait sûrement quelque chose, mais personne ne songeait à lui demander quoi. L'expression « physique ingrat » semblait avoir été inventée pour elle. Du fait de son extrême laideur, elle développait des tendances sociophobes qui la conduisaient à boire du gin toute seule dans sa chambre et à tressaillir à la moindre voix inconnue. Elle avait 18 ans et sa seule amie était de Mark Phillips. Sa soirée idéale, une livraison de pizza à domicile, des magazines girly et des conneries à la télé qu'elle regardait assise en tailleur à 50 cm de l'écran. Je l'ai surprise un soir en train de caresser le téléviseur diffusant un épisode de Friends. Elle lui parlait. J'occupais mes journées en distribuant des tracts pour le théâtre de la ville, manière de gagner quelques livres en arpentant le territoire. Je m'attardais dans les magasins, où les vendeuses accueillent le chaland d'un « High Love » tonitruant. La fameuse chaleur des gens du Nord, nourris aux fish and chips. J'en profitais pour peaufiner mon anglais, étape nécessaire à l'acquisition du statut de citoyen global. Pour ce faire,
il m'arrivait de m'immiscer dans des cours magistraux de l'université. L'un d'eux était donné par un jeune professeur replet aux lunettes en écaille qui évoquait avec passion l'histoire des migrations. J'étais assidu dans cet amphithéâtre, car ce cours légitimait mes ambitions. Nous suivions les pas de nos ancêtres et ils avaient fait un bon bout de chemin. L'Homo sapiens a commencé nomade. J'étais enchanté de l'entendre dire. Parti de la grande vallée du Rift, il se diffuse aux quatre coins du globe, conquiert l'extrême-orient, traverse le détroit de Bering, s'installe en Patagonie et à Périgueux. À l'origine, il ne bouge son corps velu que pour trouver des environnements cléments, généreux en nourriture et pourvus en habitats protecteurs. Avec l'apparition de l'urbanisme, l'homme reste tranquillement chez lui, entre ses murs et sans télévision. Il se déplace à l'occasion pour piller le voisin et violer ses femmes. Il lui arrive de commercer avec des peuplades pas trop éloignées. Parfois, il traverse un petit continent pour un pèlerinage ou une croisade. Au Moyen-Âge, quelques tempéraments aventureux pourraient prétendre au titre de premier touriste. Marco Polo, Jean de Mandeville ou Ibn Battuta entreprennent des voyages d'une vie pour atteindre des contrées aujourd'hui accessibles en quelques heures. Ils visitent, mais leur mobile est en partie commercial. Ça ne compte pas. Au tournant de la Renaissance, la cadence s'accélère. Les humanistes, Erasme, Montaigne et consorts, découvrent les joies de la mobilité culturelle. On se déplace de ville en ville pour éplucher des bibliothèques. Au même moment, fort de son avance technique, l'homme européen fait le tour du monde et se croit tout permis. Il lance des expéditions pour ramener des épices et planter un drapeau chez des sauvages. Au XVe siècle, pour trouver du poivre, il fallait découvrir l'Amérique. Aujourd'hui, il suffit de sonner chez la voisine, notait le professeur dans un trait d'humour à froid destiné à oxygéner le cerveau de ses auditeurs. C'est à cette période qu'apparaît le mot passeport, quoique le tourisme reste encore à inventer. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, hier, qu'une poignée d'aristocrates anglais s'organisent pour se mouvoir par pur agrément. The Grand Tour, voyage culturel et initiatique, permettent à la jeunesse dorée de l'époque de se former. On apprend les langues, on s'enivre de vestiges antiques, on puise la culture gréco-latine à la source. De jeunes gens rougeaux vont kiffer Botticelli à Florence. La France, l'Italie et l'Espagne sont alors les pays les plus visités. C'est toujours le cas au troisième millénaire qui voit les mêmes jeunes gens rougeaux kiffer David Guetta à Ibiza. Au XXe siècle, du fait de l'accroissement des déplacements, l'usage du passeport est généralisé. La poignée est devenue multitude. L'accès au voyage de loisirs marque un changement de paradigme civilisationnel, concluait le professeur. Non content d'avoir inventé le football, la locomotive et la chanson parfaite, les Anglais peuvent donc également se targuer d'être les inventeurs du tourisme. Manu a décrété que c'était son tour ce soir-là. 3 fois par semaine, quand le pub de la fac fermait, les soirées dégénéraient en house parties où l'on s'entassait dans des cuisines pour écraser des cigarettes dans des gobelets en plastique à moitié pleins. Pas besoin de prévenir. Il suffisait de monter un peu le son et tout Cranbrook Avenue rappliquait après être passé au Booze Buster pour se procurer quelques packs de bière. Dès les premières arrivées, Eleanor, paniquée, prenait sa télé sous le bras pour monter dans sa chambre. Mike, un gros Américain à casquette soucieux de ressembler à une caricature de gros Américain à casquette, se débrouillait toujours pour monopoliser les platines. Il asseyait sa légitimité sur le fait qu'il venait du même pays que Britney Spears. À l'étage, on trouvait souvent un aréopage d'Italiens et de Grecs fumant du mauvais shit sous un poster de Che Guevara. Pendant qu'ils essayaient d'ordonner leurs idées sur les moyens de renverser le capitalisme, les filles dansaient sous la férule de DJ Mike, victoire du dance floor impérialiste. Autour de 2 heures du matin, la blague récurrente des étudiants en commerce consistait à vandaliser les lieux en vidant l'extincteur n'importe où. Il faut croire que ça faisait partie de leur cursus. Des courses de caddies volées au supermarché s'organisaient dans l'escalier. Des couples franco-hongrois se formaient dans le backyard. Dans ces Nations unies de la teuf, des descendants de Maharaja vomissaient à l'unanimité avec des enfants d'oligarques russes. Un Koweïtien pouvait passer avec une bouteille de tequila, tabou chez lui, qui s'évaporait en quelques minutes dans le bruit des verres qui claquent. Le tout formait un cocktail explosif et créateur, estimait Manu, qui raisonnait en chimiste. Oui, on pouvait verser dans un optimisme prudent en se disant que ces jeunes gens accéderaient au pouvoir dans quelques décennies et qu'il leur resterait, de leur cursus anglais et des orgies convenues qui l'accompagnaient, des souvenirs de tolérance mutuelle.
C'était un mini-monde en construction, dont les habitants disposaient de 9 mois pour accumuler le plus grand nombre de partenaires sexuels possible, avant de rentrer à la maison auréolés d'une éducation globalisée. Ils étaient les descendants d'Erasme, les héritiers du Grand Tour sous vodka Red Bull. Je plongeais sans rechigner dans le concert des nations. Pendant qu'une jeunesse se démolissait le foie, une autre se cassait le dos. L'atmosphère était humide. Il faisait 9 degrés et il est difficile d'imaginer à quel point ça puait. Ou alors il faut s'imaginer respirer à l'intérieur du ventre d'un cachalot mort de la peste depuis 6 semaines. C'est ce qui arrive quand on accepte le premier boulot offert par la première agence d'intérim venue. Hull est un port. On y débarque du poisson. Il faut du personnel pour le conditionner. Une bonne partie de la ville travaille pour la Fish Factory. Je portais des bottes en caoutchouc jaune, des gants et la blouse blanche réglementaire. Une charlotte sur la tête, réglementaire elle aussi. J'essayais de saisir les instructions de mon superviseur. Ce n'était pas évident car l'on parle ici une langue proche de l'anglais que les Londoniens ont du mal à décoder. En observant mes collègues et en concentrant toute mon intelligence pratique, je suis toutefois parvenu à comprendre ce qu'on attendait de moi. Prendre le poisson sur le tapis roulant, remplir le carton, le fermer, le poser sur la palette. C'était dans mes cordes. Je m'étais préparé psychologiquement. Ça ne te fera pas de mal de te frotter au quotidien rugueux des prolétaires du Nord, toi l'enfant des classes moyennes. Jack London a travaillé dans une conserverie avant toi. Il y a puisé énergie et inspiration. Avec les quelques livres glanés, tu gagneras ton billet d'avion pour une prochaine destination où l'odeur sera plus praticable. J'ai commencé mon ouvrage avec l'enthousiasme du débutant soucieux de bien faire, focalisé sur l'aspect ludique de mon activité. J'empilais les cartons comme des Legos. Je glissais un mot gentil à chaque poisson congelé. Je leur donnais des petits prénoms. Le travail, c'est la santé. Au bout d'une heure, j'avais des crampes dans les bras, les tympans anéantis par le fracas des machines et une furieuse envie de voter communiste. Germinal, de la gnognotte. Les pauses, 2 fois 20 minutes pour une journée de 8 heures, me permettaient de socialiser. Assez logiquement, la plupart des ouvriers étaient anglais et correspondaient bien à l'image que l'on a de l'ouvrier du nord de l'Angleterre. Tatoués et bourrus, se soulageant de leur journée de merde en claquant leur salaire au pub. Des prolos qui se transmettent les fins de mois difficiles de génération en génération. Il y avait là des gamines de 14 ans. J'imagine que l'employeur n'était pas très pointilleux quant au code du travail. Des jeunes rouquins boutonneux à capuche, gangsta rap dans les oreilles, quelques étudiants venus gagner leur clope, des saisonniers espagnols et des réfugiés venus de loin. Azad n'avait qu'une seule chemise, mais elle était toujours soigneusement repassée. Une fine moustache, un regard aigu, une 40aine d'années. Il venait d'Erbil, dans le Kurdistan irakien. Une provenance qui attisait ma curiosité, mais en dépit de son excellent niveau d'anglais et de notre intimité poissonnière, nous empilions des cartons côte à côte pendant des heures, il était peu loquace. Une profonde austérité émanait de sa personne. Mon voisin de droite sur la chaîne de production était plus jovial. Mohamed, un jeune Palestinien sautillant, toujours prêt à faire la blague. À chaque pause, il s'amusait à cacher le casse-croûte de Wei, le seul Chinois de l'usine. Un gars qui venait de débarquer, ne comprenait pas un mot d'anglais et ne savait pas comment réagir quand on cachait son casse-croûte. Pour entretenir sa bonne humeur et tenir les cadences infernales, Mohamed ingurgitait de grosses rasades de gin orange dissimulées dans une bouteille de Fanta en plastique. Il avait quitté Naplouse pour des raisons économiques, mais surtout par dépit sentimental. Son amour d'enfance avait été vendu par son père à un Saoudien plein de pétrodollars. Il était venu ici pour devenir quelqu'un et gagner l'argent nécessaire au kidnapping de sa dulcinée. Je ne sais pas s'il croyait en son projet. Je ne sais même pas si son histoire était authentique. Ce qui est certain, c'est qu'il perdait sa bonne humeur quand il évoquait le sujet. Mon troisième camarade réfugié était afghan et répondait au prénom de Khalid. Pas plus de 25 ans, des cheveux noirs et raides sur un beau visage aux pommettes saillantes, une douceur affectée dans l'élocution. Il avait fui Kaboul pour toutes les raisons du monde. 2 ans de trajet pour arriver au pays d'Élisabeth II, un périple qui ferait passer celui d'Ulysse pour un séjour all-inclusive au Club Med. Passage en Iran, où on l'a traité comme un chien, marche d'un bout à l'autre de la Turquie, traversée de la mer Égée déchaînée sur un canot. Si j'avais su que c'était aussi dangereux, je ne serais pas monté là-dessus. Voyage à travers l'Europe caché dans le faux plancher d'un camion. 9 jours de séquestration avant d'être déchargé à Paris. Dormir sur les bancs de la gare de l'Est,
se nourrir de soupe populaire en regardant les lumières du Sacré-Cœur. Puis Calais, la jungle, de nouveaux passeurs, de nouveaux camions, une nouvelle traversée, Londres, Hull. Toutes ces économies dilapidées dans un voyage à pile ou face, des mafias engraissées, le cache-cache avec les polices de 2 continents, la peur et le froid. Tout ça pour devenir esclave à Hull, qui concourt au titre de la ville la plus pourrie d'Europe. Khalid n'exprimait aucun regret. « Il vaut mieux être ouvrier à Hull que mort à Kaboul. » Une évidence contre laquelle aucune loi ne peut lutter. Ces 3-là et quelques autres travaillaient à la Fish Factory 7 jours sur 7 pendant 14 heures. Quand j'ai appris leur rythme, je leur ai conseillé de protester. Ils n'ont pas compris. « On nous donne du travail alors qu'on n'a pas de papier. On gagne de l'argent, on ne va pas se plaindre. » Il est vrai qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. Lors de la dernière pause de la journée, alors que je fumais une cigarette gravement méritée, j'ai entendu un bruit sourd derrière moi. Je me suis retourné pour constater que Mohamed était en train de se rouler par terre. Il se tenait la gorge en produisant un gargouillis peu engageant. Cet homme était en train de s'étouffer. Que faire? Je me suis souvenu d'une séquence de secourisme aperçue dans un film de baston coréen. J'ai sorti un stylo-bille de ma poche. Je ne me sépare jamais de mon stylo. Je l'ai vidé de sa tige et j'ai essayé d'immobiliser Mohamed pour planter le tube dans son gosier. Un moment de vérité. Je crois qu'on peut reconnaître un homme, un vrai, à sa capacité à pratiquer une trachéotomie avec calme et efficacité. Azad est arrivé juste à temps pour m'empêcher de mutiler ce pauvre homme. Il l'a retourné et encerclé de ses bras en opérant des pressions répétées sous le diaphragme. Mohamed a fini par recracher une pelote, que j'identifiais comme un morceau de sandwich volé à Way. 1 minute plus tard, il avait repris sa respiration et une couleur humaine. Azad lui a tapé sur l'épaule. Ils ont échangé quelques mots en arabe. Le sauveteur a épousseté sa chemise, s'est assuré que son patient récupérait bien avant de retourner à son poste de travail. « Dis donc, tu lui as sauvé la vie ?» Il ne m'a pas répondu, s'appliquant à ranger ses poissons avec une méticulosité nerveuse. « Comment tu as fait ça? Tu as pris des leçons de secourisme ?» Il a interrompu sa tâche, a poussé un soupir interminable. Les poissons congelés continuaient de défiler sur le tapis roulant. Il a tourné la tête vers moi, l'œil en colère et la voix lasse, pour lâcher. J'ai souhaité médecin. Dans le bus, les gens changeaient de place pour s'éloigner de moi et des effluves tenaces de poissons qui me tenaient lieu d'aura. 10 kilomètres jusqu'à la maison. Des cités d'Ekati, où descendaient les rouquins à capuche. Un immense supermarché Tesco, qui était une des raisons pour lesquelles Azad, Mohamed et Khalid, victimes de la géopolitique, avaient tenté la vie en Europe. Je travaillais à l'usine pour pouvoir voyager. Ils avaient beaucoup voyagé pour venir travailler à l'usine. J'arrivais à Cranbrook Avenue, sur l'autre rive de la mondialisation. Des étudiants portaient des packs de bière. J'ai croisé Eleanor qui traversait la rue comme un fantôme, invisible malgré sa stature. Elle faisait déjà 10 ans de plus que son âge. Une enfant dans un corps de brute, condamnée à la solitude dans un monde qui ignore les moches. Elle trouvera un emploi de bureau d'un mortel ennui, chérira un chat, et sa vie aura la couleur du ciel de Hull. Elle était rentrée un soir après avoir tenté une incursion au pub. Désinhibée par l'alcool, elle s'était épanchée sur sa condition. « Regarde, j'ai acheté une belle robe, elle m'a coûté 60 livres. Rien à faire, les garçons veulent pas me baiser. » C'était triste et je n'avais pas de solution. Arrivé à la maison, j'ai jeté mes vêtements dans la machine à laver. Ma douche a duré jusqu'à la fin du ballon d'eau chaude. Je me suis installé en caleçon dans le salon, où Manu regardait un match de cricket, son coupé, en écoutant Chopin. Ça fait des années que je regarde ce sport et je ne comprends toujours pas les règles. Pourquoi tu regardes alors? Je sais pas, il y a un côté hypnotisant. C'est répétitif jusqu'à l'absurde, mais ce n'est pas dénué de toute beauté. Je crois que ça me fascine parce que ça m'échappe. Une capsule de bière a giclé dans un coin de la pièce. Je crois que je comprends. Au point de chute de la capsule, j'ai repéré mon passeport égaré sous une pile de magazines. Je l'ai feuilleté, il était encore quasiment vierge. C'était un passeport européen qui, par le hasard de ma naissance, m'autorisait à traverser n'importe quelle frontière. Ce serait un gâchis impardonnable de ne pas utiliser ce privilège. Épisode colombien, où l'on se demande s'il faut avoir peur.
Mes proches m'ont déconseillé d'y aller. Ils ont peur que je me fasse enlever par la guérilla, assassiner pour une paire de baskets ou exploser sur une mine antipersonnelle. Je crois qu'il y a deux catégories de gens qui ne sortent pas de chez eux. Dans le premier cas, c'est simple, cela ne leur vient même pas à l'idée. Dans le second, ils n'osent pas, considérant que l'inconnu est dangereux. Il ne faut pas les blâmer. Vu de loin, le monde est effrayant. Je pense qu'en regardant où on met les pieds, nos baskets ne craignent rien. Je suis sur le sol colombien depuis 1 heure, il fait nuit, et il est hors de question que j'aille me coucher. On ne vient pas 2 fois pour la première fois à Bogota. J'entre dans le premier hôtel, je jette ma veste sur le lit et je plonge à tâtons dans la ville. J'avance dans une ruelle sans éclairage où déambulent des ombres en haillons. Des enfants de 5 ans me tirent par la manche alors qu'ils devraient être couchés à cette heure-ci. Comme la plupart des grandes villes sud-américaines, Bogota hurle ses inégalités et sent la pisse. Elle déploie son cortège de commerciaux gominés et de bâtiments noircis par la pollution, de chiens errants et de zombies sans toit, défoncés à la colle et à la douleur. Je ne risque pas de me faire dépouiller. Mes bagages se sont égarés quelque part vers Caracas. Ralph pense que c'est une bonne chose de perdre ses bagages. Il faut se dépouiller soi-même. La légèreté favorise la liberté de mouvement, assène-t-il en tapotant la table de l'index pour appuyer son propos. C'est un grand roux tout en longueur, peau laiteuse et regard pénétrant, que j'ai rencontré à la réception de l'hôtel. Un saisonnier du voyage. 6 mois par an à l'étranger, 6 mois au pays, en Autriche. Il passe ses étés à Vienne où il occupe des petits jobs pour accumuler de quoi repartir pour l'hiver. Il se déplace par cycle géographique. Il est en train d'achever sa session sud-américaine qui a duré 5 ans. Il va entamer sa phase arabe en commençant par passer 6 mois au Caire pour apprendre la langue. Il ne conçoit pas de traverser un pays sans en maîtriser l'idiome. Après, il repartira du Maroc pour atteindre l'Irak en prenant le temps nécessaire. Il a choisi cette formule de retour intermittent pour ne pas devenir un éternel itinérant et finir en vagabond désocialisé. Il a des attaches et c'est important. Ralph vit ainsi depuis une quinzaine d'années et personne ne veut le croire quand il annonce ses 45 ans. Son compteur semble bloqué à 30. Dans une vie antérieure, il était avocat. Il n'a jamais eu besoin de se défendre, ni en Colombie ni ailleurs, parce que 99% des habitants de cette planète ne sont pas des criminels. La seule chose qui lui fait peur, c'est l'immobilité. Son quotidien sur la route, gymnastique dans sa chambre au réveil, soigner sa forme, avant de petit déjeuner en lisant la presse en ligne, rester vif intellectuellement. Il consulte tous les jours le cours des matières premières, c'est sa marotte à lui. Aujourd'hui, le nickel cote à 23,49 $. Il me semble connaître la réponse à l'avance, mais je pose tout de même la question. Tu as un appareil photo ? Non, ce n'est pas nécessaire. Si j'ai envie de revoir un endroit qui m'a plu, il me suffit d'y retourner. Ralph devient mon idole. Je lui serre la main en lui souhaitant un bon Venezuela. Nous n'échangerons pas nos adresses, nous nous recroiserons s'il le faut. Et je quitte Bogota les mains dans les poches. Fernanda vit au premier étage d'une petite maison posée sur les pentes d'un quartier résidentiel. Nous avons un ami commun, elle a accepté de m'héberger pendant quelques jours. 10 minutes après mon arrivée, elle s'installe dans le canapé pour me présenter son album photo. Là, c'est moi l'an dernier. Une page tournée. Ça, c'est juste après l'opération. Une autre page. Et là, c'est moi maintenant. Sur la dernière série d'images, Fernanda pose en petite tenue devant une cascade ou à un soleil couchant. C'est probablement très réussi suivant les standards esthétiques locaux. Il y a des effets rose bonbon. J'imagine qu'on ne peut pas attendre autre chose d'un photographe de mariage reconverti dans les clichés de charme privé en plein sud colombien. Entre le début et la fin de l'album, les seins ont doublé de volume, les cuisses ont gagné en vigueur et l'appareil dentaire a disparu. Pour notre première rencontre, elle tenait à me montrer ça. Je ne suis pas sûr de l'attitude qu'il convient d'adopter. Je reprends des cacahuètes pour me donner le temps de la réflexion et lance un « Bravo, c'est très réussi ». Fernanda n'a rien d'une bimbo narcissique et cervelée. Elle a 38 ans, elle est célibataire. Comme elle ne veut pas finir vieille fille, elle investit dans son corps. Elle est assistante sociale, dans une ville où cette profession est moins représentée que celle de tueur à gages. Cali, 3e agglomération colombienne, est célèbre pour son cartel et sa salsa. La salsa, c'est un héritage africain.
Un quart de la population est noire, c'est une exception dans le pays. Le cartel qui fournissait l'essentiel de la cocaïne américaine a été décapité dans les années 1990. Ne pas croire que l'endroit soit redevenu calme. Le crime, comme la nature, a horreur du vide. Le Tiempo, quotidien local de référence, donne le baromètre de la mortalité criminelle. Mauvais week-end. Une dizaine de morts violentes. On ne parle que des cas recensés. El Caleño, quotidien local trash, présente chaque jour en une des gros plans de cervelle éclatés sur le trottoir. Du beau travail journalistique. Les photographes arrivent sur place avant la police. Fernanda me fait la leçon. Tant que l'on reste dans les zones contrôlées par l'État, c'est relativement sûr. Il vaut mieux éviter les quartiers de Siloé, d'Agua Blanca et de Casanueva, bidonvilles où s'entassent les populations déplacées par les aléas de la guerre protéiforme que se mènent le gouvernement, les narcos, les FARC et les groupes paramilitaires. Fernanda, peut-être parce que j'ai su apprécier les effets de la chirurgie plastique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.